ce 18e Café Génial, hein, ça commence à être rentré dans les habitudes sur la sensibilisation à l'enjeu de l'érosion des sols. Donc, vous l'aurez compris avec la thématique qui est à l'honneur ce mois-ci dans le cadre du Salon national de l'écologie, hein, le Salon Ad Natura aussi sur les sols vivants. Donc, on trouvait sympa de faire un parallèle sur cette thématique-là. Donc aujourd'hui, 2 intervenants, Nicolas Cardot du SMEAG et Marine Fonte de Albret Communauté. Je les laisserai se présenter tout à l'heure lors de leur présentation. Et ce que je vous propose, je crois qu'il y a beaucoup d'habitués aujourd'hui, c'est de faire un petit tour d'écran, comme d'habitude, pour se présenter, nous dire pourquoi vous avez un intérêt à participer à ce webinaire et à partager donc 2 mots sur la thématique d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que vous inspire et que représente pour vous l'enjeu de sensibilisation à l'érosion des sols? Ensuite, comme d'habitude, je vous invite à garder votre caméra allumée dans la mesure du possible parce que c'est toujours plus sympa. Et voilà, à la fin de chaque présentation, il y aura un temps d'échange et de questions avec l'intervenant. Et n'hésitez pas non plus à mettre dans le chat éventuellement des références ou des bibliographies ou des documents du coup en lien avec la thématique que l'on pourra ensuite transférer et partager avec l'ensemble des participants à la suite de ce webinaire. Voilà. Je vous propose d'attaquer le tour d'écran. Camille, je te laisse commencer. Bonjour à tous. Du coup, je travaille au Conservatoire botanique pyrénéen et je suis notamment chargée de restauration écologique. Du coup, l'érosion des sols, en fait, avec l'érosion de la biodiversité dans le cadre de la restauration écologique, c'est un des gros enjeux en fait auxquels on fait face. Et pour nous, c'est hyper important en fait de sensibiliser notamment à l'érosion des sols. Voilà, parce que quand on est face à un sol nu, il y a beaucoup plus de risques érosifs et ce qui vient après. Donc, notamment en montagne, on est face aux problèmes torrentiels et les problèmes érosifs sont très, très marqués. Problèmes de ravinement, etc. Donc voilà, je suis très intéressée pour participer à cette visio. Ok, et du coup, si tu avais 2 mots à... Pour parler de l'érosion, sensibiliser à l'érosion des sols. Ouais. 2 mots, je dirais revégétaliser pour nous et mobiliser. Très bien, merci. Luc, bienvenue, enchantée de t'avoir parmi nous pour ce Café Gênes. Et ouais. Allez, à toi, À du chaque coup. fois, je veux venir et puis, mais là, je pouvais pas m'échapper. Donc, moi, je suis chargé de projet biodiversité au conseil régional et j'ai en charge l'organisation des assises régionales de la biodiversité qui, cette année, sont consacrées au sol vivant. Donc, justement, à cette thématique et donc on fait plein d'ateliers sur le sujet et dont une table ronde finale avec un peu plus politique, avec le directeur de la Commission européenne en charge de la biodiversité, avec le président de la Chambre d'agriculture d'Occitanie, notre vice-président à l'environnement, etc. Et le titre, c'est Quelle politique pour les sols en Occitanie? Voilà, l'objectif étant justement que la région se saisisse plus du sujet. Tu es venu recruter pour les assises, en fait. Oui, non, je suis venu aussi voilà, avoir des retours de terrain justement sur l'érosion. Ça marche. Et tu nous partages 2 mots, du coup, sur ce que ça t'inspire? Ce qui revient beaucoup, c'est effectivement la nécessité d'avoir du couvert permanent, quoi, hein, partout. D'augmenter le taux de matière organique dans les sols, particulièrement agricoles, mais visiblement aussi 2 montagnards. mots. Ouais, voilà, c'est tout. Merci, Luc. David? Bonjour à tous, donc David Gomis, je suis chargé de mission biodiversité et culture scientifique à Montpellier, Méditerranée Métropole, et également ville de Montpellier. Je m'étais déjà présenté la dernière fois, c'est le 2e que je fais avec vous. Donc je travaillais précédemment au parc de Lunaret, donc dans le domaine de la zoologie.
Voilà, donc je fais une reconversion professionnelle dans ce domaine. Pourquoi être là parmi vous? Alors, je ne suis pas directement concerné par ces sujets, puisque c'est plus les équipes gestionnaires et qui s'occupent des aménagements, mais c'est une problématique qu'on rencontre un peu partout et à mon avis fortement impactante sur des sols comme on en trouve en Méditerranée où voilà, capter le carbone par des plantations est plus compliqué et plus long pour les cycles de production des arbres. Donc après, en dehors des déserts, la nature n'a pas fait de sol nu. Donc je trouve que sous nos contrées et nos latitudes, en dehors du respect du patrimoine géologique, voilà, des sols nus, c'est des sols nuls où finalement il n'y a pas de vie. Et puis l'érosion, malheureusement, c'est à chaque fois l'histoire d'arrachage ou d'aménagement liée directement à la présence humaine. Voilà, donc quelque part, il faudrait que l'homme s'efface aussi en partie pour laisser faire la nature. Donc je dirais qu'érosion, c'est nul pour les sols nus, pour reprendre, et puis à éviter, puisqu'on a beaucoup trop de contraintes sur de l'érosion. Merci David. Elia? Est-ce qu'Elia est là? Non, bon, Entendez? Ah si, oui, ça y est, on t'entend. Ah, ok, super. Désolée, j'ai eu un problème de connexion, du coup, j'ai pas suivi ce qui se passait. J'imagine qu'on se présente. Oui, mais alors rapidement, hein, juste pour voilà, tu nous dis d'où tu viens, ça s'affiche pas là, et quel est ton intérêt par rapport à la thématique? Et du coup, il y a Closure. Moi, je travaille à la LPO Occitanie, dans la délégation de l'Hérault. Je suis venue, alors, parce qu'on travaille moi, je développe la thématique agriculture et biodiversité au sein de la LPO. Et donc, notamment, on a comme objectif de travail et donc sensibiliser à ces enjeux-là. Donc, je suis aussi un peu là par curiosité. Je ne suis pas encore une habituée de vos webinaires, donc je vais voir. Eh ben, c'est super, bienvenue. Et du coup, on partage 2 mots sur la thématique de l'enjeu à la sensibilisation de l'érosion des sols, en fait, pour faire un petit nuage de mots à la fin du café, si tu es inspiré. 2 mots sur l'érosion. Sur la sensibilisation à l'érosion des sols, en fait, quel est l'enjeu? Après, je peux vous laisser réfléchir et mettre des petits mots dans le chat après, hein. Je ne veux pas Ouais, prendre pourquoi les pas, gens ouais, je veux bien dépourvus. choisir 2 mots comme ça, je veux bien un petit temps. Lucie? Merci. Oui, bonjour. Lucie Jamelin, donc je suis animatrice de captage prioritaire au syndicat de la vallée de l'Agly dans les Pyrénées-Orientales, dans un syndicat de rivière. Et donc voilà, je suis sur la compétence plus agriculture et lien entre agriculture et eau potable. Et donc voilà, j'arrive sur un projet là de travail sur la limitation de l'érosion à l'échelle des parcelles agricoles, à la fois sur un enjeu inondation qui est assez fort sur notre bassin versant et sur les thématiques de pollution des milieux aquatiques et des captages aux pesticides, notamment dans notre vallée. Donc on est assez concerné par cette dynamique d'érosion en milieu méditerranéen avec des cultures pérennes et pas mal de désherbage. Donc voilà, moi, je vois un gros enjeu notamment à la suite du projet sur sensibiliser au sol et au fait de couvrir et de recréer de la matière organique sur des sols déjà dégradés. Donc Ok, 2 mots, on va dire couvrir et enrichir. super, merci Lucie. Mathieu? On ne t'entend pas, Mathieu. Mathieu, tu n'as pas ton micro.
Je comprends pas, moi j'ai double-cliqué alors sûrement. Ah. Rebonjour, donc Mathieu Beaujard, hein, chargé de mission biodiversité au SMEAG, syndicat de la Garonne, hein, qui couvre toute la Garonne des Pyrénées jusqu'à la Bordeaux Métropole. Du coup, je travaille sur le volet biodiversité dans le cadre de l'animation Natura 2000 à l'échelle du fleuve, donc sur Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, et également en charge du volet zone humide du Sage Vallée de la Garonne qui a été approuvé en juillet 2020. Voilà, pourquoi l'érosion? On sait bien que c'est un facteur important d'érosion à la fois de la biodiversité et puis des impacts sur les milieux aquatiques. Voilà, après pour les deux petits mots, j'anticipe, je vais dire pâturage, parce il est important de redévelopper les prairies et le pâturage en vallée de la Garonne, ce qui permettrait effectivement d'avoir un couvert permanent sur les parcelles. Et après, je vais dire matière en suspension pour la Garonne, en lien avec notamment l'enjeu des poissons migrateurs. Voilà, Merci Mathieu. Nadine? Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Bonjour. Donc Nadine Sauter, je suis chargée de conservation et de diffusion de données au Conservatoire botanique des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. Et voilà, aujourd'hui je suis là plus par curiosité, ou en tout cas pour m'enrichir d'un certain nombre de connaissances, de questions qu'on peut se poser. Et là, il m'est venu une petite peut-être une petite idée de manière un peu contradictoire, parce que je suis en charge notamment des actions qui ont été menées sur les rougiers de Camarès. Je ne sais pas, pour ceux qui connaissent, c'est un territoire sud de l'Aveyron. Et là, en fait, bizarrement, ou de manière un petit peu anecdotique, en fait, là-bas, l'érosion a fourni de la biodiversité. Mais c'est vraiment une parenthèse parce que c'est peut-être le seul endroit, donc c'était pour remettre un peu, le seul endroit où justement, comment dire, où là, l'érosion naturelle, hein, parce qu'on est bien sur un milieu naturel, voilà, on ne parle pas des cultures qui sont érodées aussi dans les rougiers. Et d'ailleurs, c'est un des problèmes de perception de l'érosion, je dirais localement, là, par exemple, pour les habitants, les agriculteurs, qui subissent à la fois de l'érosion sur leurs parcelles agricoles et certainement sur d'autres endroits. Et dans ces milieux naturels, ces sortes de canyons, de mini-canyons, pour ceux qui ne connaissent pas, vous tapez Rougier de Camarès en Aveyron, qui sont façonnés de manière naturelle et où il y a toute des communautés végétales, plein de plantes protégées, des lézards, etc. Et c'est vrai que au Conservatoire botanique, on essaye vraiment de sensibiliser à la fois d'un côté, hein, avec tous les aspects, je vois qu'il y a ma collègue Camille qui est là également, sur l'érosion des sols, l'impact, etc. Et là, il y a vraiment ce côté-là où il faut qu'on puisse dissocier ce côté érosion naturelle qui peut être aussi source de biodiversité. Voilà. Il nous a amené l'exception qui confirme la règle, comme on dit. Voilà. Ouais. Merci Nadine. Valérie? Bonjour, donc moi je travaille avec Luc Bidard à la région Occitanie. Donc nous sommes intéressés évidemment par cette problématique. Moi, à titre personnel, je suis d'autant plus sensibilisée que je suis aussi élue dans une commune dans le Tarn qui est à la confluence de deux rivières. Donc il y a énormément d'érosion. D'effondrement. C'est une zone également agricole, donc avec une pollution, avec une agriculture, on va dire une agriculture traditionnelle, voilà, très polluante, avec des sols tout le temps découverts et beaucoup de zones drainées. Voilà, c'est des terrains. Donc voilà, je suis par curiosité, je viens parmi vous pour avoir peut-être de nouvelles pistes de réflexion et voir comment on peut sensibiliser et faire changer un petit peu les choses, ce qui n'est pas du tout facile. C'est super, merci Valérie. Et pour terminer, Anne, et ensuite, je crois qu'il ne manquera que Nicolas et Marine, mais je vous laisserai vous présenter en début de votre présentation pour qu'on puisse tenir le timing. Du coup, Anne, c'est à toi, et ensuite, Nicolas, je te laisserai la parole et je partagerai l'écran peut-être pour ta présentation. Et bonjour à tous, donc je suis Anne Hervouette, arrivée tout récemment à l'Adréal Occitanie dans le département biodiversité. Moi, je m'occupe plutôt d'espaces protégés, mais le sol, pour moi, c'est le support de tout, quoi. C'est à l'interface
air, terre, eau, enfin, ce que vous voulez. Et du coup, c'est le support autant de services écosystémiques que d'une bonne qualité d'eau, etc., etc. Donc, il y a cette... Enfin, j'ai cette sensibilité-là, en fait, à double titre, à titre personnel et à titre professionnel. Du coup, les deux mots qui me viennent, ce serait support, ça c'est sûr, et fragile, je pense. Ça marche, merci Anne. Et ben du coup, Nicolas, je te laisse te présenter et pendant ce temps, j'active le partage d'écran. Bonjour à tous et à toutes, Nicolas Cardo, du coup du SMEAG, Syndicat mixte d'études et d'aménagement de la Garonne. Donc je travaille avec Mathieu dans le même syndicat. Moi, je travaille plus sur la partie gestion quantitative. Donc dans le cadre de l'animation du plan de gestion d'étiage de la Garonne-Ariège. Et donc voilà, il y a 3 principales missions dans ce plan-là. Donc il y a le soutien d'étiage. Il y a la redevance qui nous permet de financer le soutien d'étiage et il y a la mise en œuvre de projets, dont le projet que je vais vous présenter, le projet ClimaAlert. Si tu peux passer la diapositive, oui, je pense. Donc bon, là, c'est juste une petite mise en contexte. Donc ça ne va pas concerner l'ensemble de la région Occitanie, parce que donc, la Garonne est à cheval sur les 2 régions, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Donc juste une petite présentation rapide du bassin pour recontextualiser la Garonne. Donc voilà, nous c'est... Et donc, non, c'est bon, tu peux passer. Je ne suis pas sûr que ce soit tant l'enjeu, je pense que la plupart des personnes connaissent. Donc là, c'est pour présenter un petit peu donc, ce qu'est le PGE. Donc c'est un plan d'action qui a été mis en œuvre en 2017 et qui est valable jusqu'en 2018, qui comprend 42 mesures et 28 projets en faveur des étiages de la Garonne. Donc c'est vrai qu'il y a plein de préoccupations pour comme j'ai pu entendre tout à l'heure quand on a dit 2 mots sur les enjeux érosion. Donc on a très bien vu, nous, au sein du SMEAG, on le traite sous différents aspects. Mathieu a pu en présenter certains. Nous, c'est vraiment l'idée de dire que déjà d'un point de vue qualité de l'eau, pour éviter les ravinements lors des orages d'été et d'avoir du coup de dégrader la qualité de l'eau sur la période d'étiage. Et également aussi l'aspect d'essayer d'infiltrer le plus d'eau à la parcelle. Donc, plus le sol est perméable, plus l'eau s'infiltre et meilleure est la recharge de la nappe. Et donc, l'érosion des sols est un enjeu quand même sur cet aspect-là. Parce que moins, bon, voilà, je ne vais pas vous expliquer, mais moins il y a de croûte de battance, moins ça érode et donc plus ça s'infiltre. C'est un petit peu le constat. Donc, on a cherché à travailler avec les acteurs locaux pour essayer d'avoir une meilleure idée un petit peu, si tu peux passer la diapositive d'après, d'avoir une meilleure idée un petit peu de comment on pouvait prendre cet enjeu-là. Donc, on a travaillé avec l'ACMG, donc l'Association climatique Moyenne-Garonne, qui se situe dans le Lot-et-Garonne, donc dans le cadre d'un projet européen, pour utiliser des images satellitaires pour déterminer si les sols étaient couverts ou pas, donc à 2 périodes, à la période automnale et à la période printanière, donc au moment de rotation de culture. Et ce travail, ils ont croisé donc différentes données pour essayer de déterminer sur du coup tout le bassin de la Garonne, en prenant aussi le Tarn, l'Aveyron, l'Hers, Morgirou en bleu sur la carte et les Nestres, Rivière de Gascogne en orange, donc vraiment tout le grand bassin de la Garonne, pour essayer de voir où se situaient les sols avec un risque potentiel d'érosion. Donc voilà, c'est le cadre du projet ClimaAlert, donc c'est un projet européen. Tu peux passer la diapositive suivante. Donc voilà, l'idée, le constat, il est parti donc, de chez eux. C'est que l'érosion, c'est caractérisé par 3 phénomènes. Donc l'occupation du sol à l'instant T, une pente et la composition du sol. Et du coup, après, bien sûr, derrière l'intensité de la pluie. Un sol fortement érodable, s'il ne pleut pas, ne sera pas forcément érodé. Bon, il y a un petit peu d'érosion éolienne, mais ce n'était pas forcément la question qu'on cherchait à aborder là, dans ce projet. On a donc dans ce projet, ce qui n'est pas pris en compte, c'est la composition du sol. Effectivement, pour travailler à une échelle aussi large, on ne pouvait pas, c'était un peu trop compliqué de prendre cet élément en compte. Donc, on a juste croisé l'occupation du sol avec la pente. Donc là, c'est un petit peu les traitements qui ont été faits. Donc, ils ont utilisé la télédétection pour essayer de déterminer les sols couverts et derrière, ils ont croisé les pentes pour essayer de voir et définir des risques d'érosion. Donc, un sol couvert, on a considéré qu'il y avait un risque très faible d'érosion. Des sols nus sur eux avec une pente inférieure à 2 degrés,
une érosion limitée, entre 2 et 6 degrés, une érosion modérée, et supérieure à 6 degrés, une érosion forte. Donc j'ai mis les valeurs en pourcentage, parce que c'est vrai que nous on a plutôt tendance à raisonner en pourcentage, mais le projet, comme c'est un projet européen, il raisonnait en degrés. Donc voilà, là c'était un petit peu pour présenter la télédétection. On va peut-être pas rentrer dans les détails, mais donc on a utilisé plutôt l'optique. Donc il y a quand même les problèmes, c'est que c'est un peu limité dès qu'il y a des couvertures nuageuses. Donc c'est vrai qu'à l'automne, ça peut parfois poser un petit peu problème. Mais bon, comme on n'a pas besoin d'avoir une image forcément ce jour-là. On peut prendre sur 3 semaines, on arrive toujours à avoir des images nettes qui permettent de traiter. Et donc voilà, le satellite envoie un signal et en fonction de la réflectance, il reçoit un autre signal et en fonction de la réflectance, on détermine si le sol est nu ou s'il y a une couverture végétale. Donc on a fait ce travail uniquement sur les parcelles à moins de 500 mètres d'altitude, parce que sinon c'était trop déformé pour l'image radar, et sur les parcelles agricoles. Donc on n'a pas pris en compte les enjeux urbains. Donc là, c'est juste un des premiers résultats qu'on a eu. Donc on a fait ce travail-là de 2015 à 2021. On le poursuit actuellement, mais les résultats ne sont pas encore disponibles. Donc on a vu sur toute l'aire du PGE, donc le bassin de la Garonne, on voit les secteurs où il y a en rouge entouré, bon, c'est très dézoomé, mais les secteurs où il y a des enjeux assez importants de risque d'érosion, parce qu'il y a des pentes relativement fortes, notamment là sur les coteaux et les piémonts, avec des sols nus. Donc là, c'est au printemps. Et donc, on a produit ces cartes sur du coup 2015-2021, automne et printemps, et on a essayé de comparer un peu pour voir, parce que ça peut être aussi un phénomène ponctuel de rotation de culture ou différent. Mais quand on constate plusieurs fois, enfin, de 2015 à 2020, sur certains secteurs, on constate qu'à l'automne, il y a un fort pourcentage de sols nus avec des pentes importantes et donc des risques sur ces bassins-là relativement importants. Tu peux passer la diapositive suivante. Voilà, donc là, c'est pour présenter un petit peu les résultats à l'échelle du bassin sur ces 6 années. Là, donc, on voit là les cartographies les parcelles, les surfaces étudiées. Donc, bon, on voit que ça ne correspond pas tout à fait sur certaines. On n'étudie pas beaucoup parce que donc il y a certaines. Le GL1, c'est le GLA plus à l'aval, c'est vers Bordeaux. Il y a des surfaces forestières assez importantes qui n'ont pas été prises en compte. Donc voilà, on voit que sur certains périmètre, on n'a pas tout à fait cartographié l'ensemble du bassin, mais on a cartographié vraiment les surfaces parcellaires en prenant le RPG, le registre parcellaire graphique. Et donc, on peut voir un petit peu des différences. Là, c'est pareil, plus à l'amont, là, G6, 7, 8, c'est les Pyrénées et l'Ariège. Donc, on voit que c'est des zones avec des zones montagneuses, donc beaucoup de parcelles au-delà de 500 mètres. Donc, on n'a pas pu faire ce travail. Mais sur les unités les bassins de plaine, on voit qu'il y a quand même 60% du bassin qui est à peu près cartographié et ça donne quand même une certaine image. Et donc, on peut voir que là où il va y avoir le plus d'enjeux, c'est sur les bassins où il y a des pentes importantes et des sols nus. Donc, normalement, sur la diapositive d'après, je fais un zoom sur, donc là, c'est le secteur de Toulouse. C'est l'amont de Toulouse. On peut voir que sur l'automne, on a de 2015 à 2019, il y a quand même on n'est que à 30% de végétation active et le reste des sols est nu à l'automne. Donc, ce qui peut présenter des risques d'érosion importants. Surtout comme on peut le voir en ce moment, on passe quand même sur des événements pluviométriques assez extrêmes. On n'a pas de pluie pendant longtemps, donc les sols sont secs et d'un coup, il y a des pluies avec des événements relativement importants. On peut voir qu'on a regardé sur ce bassin-là, au printemps, c'est un peu moins le cas. Les sols sont majoritairement couverts, donc avec les cultures d'été. Donc on a fait moins un zoom sur cette période-là. Si tu peux passer la diapositive suivante. Donc voilà, c'est un petit peu l'illustration des cartes avec le bassin versant. Toutes les parcelles en vert, c'est les parcelles où on considère qu'il n'y a pas de risque d'érosion. Plus c'est foncé, marron foncé, plus le risque d'érosion est important. Donc là, on voit qu'il y a souvent les mêmes secteurs. Bon, là, c'était juste pour illustrer les résultats, voilà, 2017-2018. Tu peux passer la diapositive d'après. Et donc, on a fait des moyennes un petit peu. Donc, bon, faut quand même.
bon, c'était juste pour faire un petit peu un zoom sur les bassins avec les enjeux les plus forts. Donc on voit que voilà, effectivement, l'UG4, UG5, donc autour de Toulouse, on est quand même sur des taux de sol nus relativement importants à l'automne. Et donc, ce qui peut être un enjeu. Donc nous, derrière, on n'a pas les compétences. Je pense que tu peux passer à la diapositive suivante. Nous, on n'a pas les compétences pour traiter ces données. Donc ces données, on les met à disposition des syndicats GEMAPI, des chambres, des collectivités. Donc juste avant, j'avais oublié que j'avais cette diapo, je vais revenir. Donc nous, on a, voilà, pour montrer un peu nous, pour montrer l'intérêt de pourquoi on s'intéresse à cette question-là, au-delà des aspects agricoles, environnementaux qui peuvent être traités dans d'autres cas, notamment par Natura 2000. Nous, c'est vraiment sur ces événements pluviométriques que l'on constate en fin d'été, début d'automne, où du coup on a vu que notamment sur le secteur de Toulouse, sur le secteur de l'Erse-Morse, il y avait quand même beaucoup de sols nus, et on peut voir qu'il y a des pluies relativement importantes. Donc là, c'est un événement pluviométrique. Donc là, c'était en juillet, donc c'était plutôt les sols nus du printemps, donc un peu moins important, mais quand même, il y a quand même des secteurs où il y en a beaucoup. Et on voit l'augmentation de la turbidité qui est augmentée par 7 à la station de Toulouse. Donc voilà, il y avait quand même cet enjeu. Donc c'est le graphique du bas, là, le graphique du haut, c'est le débit qui monte en fonction des pluies sur les différents bassins. Donc c'était vraiment des pluies situées sur les Pyrénées. Donc on voit 15 mm un petit peu partout dans les Pyrénées. Et on voit du coup un triplement des débits en 24 heures à Portée sur Garonne, donc en amont de Toulouse. Et on observe au niveau de Toulouse multiplié par 7 la turbidité. Donc c'est vrai que c'est quand même des enjeux relativement importants, surtout d'un point de vue qualité. Ça pose quand même pas mal de problèmes au cours d'eau. Donc voilà, ce travail il est en cours. Le problème de vraiment étudier ça, c'est on arrive au constat qu'il y avait très peu de stations de suivi de la qualité de l'eau en continu. Et donc on avait quand même, enfin, c'était un peu compliqué de vraiment se cibler sur certains événements en particulier. Mais bon, c'est pas forcément le débat. Et du coup, nous, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est la diapositive juste après. En conclusion, c'est qu'on continue de produire ces données et on essaye via le Sage Vallée de la Garonne, notamment, on essaye de mettre à disposition localement les données pour que, du coup, même si les acteurs sont bien au courant des secteurs avec plus ou moins d'érosion sur leur territoire, ces cartes permettent quand même de faire le constat, de montrer, et sont pas juste sur des impressions ou des ressentis, elles montrent vraiment le résultat en montrant, voilà, si de 2015 à 2021, on a toujours des coulées de boue et sur ce secteur-là, les sols sont toujours nus. Donc, il y a quand même clairement un travail à orienter sur ce secteur-là. Et nous, voilà, on va produire les données. Donc, on l'a étendu sur tout le grand bassin de la Garonne, comme je le disais. Mais derrière, on n'a pas les compétences pour travailler directement sur la mise en place de solutions. On peut juste mettre à disposition ces données. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Normalement, c'est fini, voilà. Alors, avant qu'il y ait des mains qui se lèvent, moi j'en ai Oui. une du coup. Tu disais que vous n'avez pas voilà, les moyens ou les compétences, enfin les compétences en tout cas pour trouver des solutions, mais du coup la partie sensibilisation non plus, c'est-à-dire que vous les diffusez les cartes, vous faites toute l'étude, mais est-ce que vous ensuite vous allez les expliquer sur le territoire aux élus dans les communes ou est-ce que vous transmettez comment dire, à des Ouais. territoires plus petits pour qu'ils fassent ce travail Dans le cadre, on le fait pas trop dans le cadre du PGE parce qu'on n'a pas forcément le temps, mais dans le cadre du Sage Vallée de la Garonne, donc on va dans les donc il y a des commissions géographiques qui sont définies et donc on va présenter ces données dans les commissions géographiques. Donc il n'y a pas forcément les élus, c'est plutôt les présente aux techniciens GEMAPI, aux associations, enfin à tous les membres présents lors de ces commissions techniques. Et on présente ces données et derrière, suite à ces présentations-là, on a eu pas mal de demandes de collectivités qui nous demandaient les données. Donc nous, on mettait une convention en place avec eux. Donc c'est gratuit, hein, c'est la mise en place de ces données. C'est juste pour encadrer un peu l'utilisation de ces données. Et derrière, donc on fait une partie de sensibilisation pour présenter les données, mais on ne va pas forcément les présenter aux élus. Après, Mathieu, il suit un peu plus cette partie sensibilisation, donc peut-être qu'il peut rajouter quelques éléments.
Oui, je vois que tu avais levé la main aussi, Mathieu et Luc. Je te laisserai poser ta question après. Je laisse Mathieu compléter la réponse. Ouais, juste pour compléter, effectivement, Nicole l'a dit, c'est dans le cadre de l'animation territoriale faite par le SAGE. Le SAGE est découpé en 6 commissions géographiques. On suit globalement tous les projets en lien avec les milieux aquatiques et biodiversité sur le périmètre. Et au final, lorsqu'il y a des collectivités qui mènent notamment des PPG sur des bassins versants, des choses comme ça, on partage direct l'information en disant il y a des données disponibles dans le cadre du PGE, des données érosion qui sont intéressantes. De mémoire, Marine pourra confirmer, hein, mais je pense que l'Albret a récupéré ces données-là et j'espère sont utilisées à bon escient. Mais voilà, l'idée, c'est ça, c'est de partager un maximum ces informations, de faire de la communication. En fait, c'est au même titre que, par exemple, le volet zone humide, hein, c'est d'expliquer que des données existent, qu'il faut les utiliser pour rendre les projets les plus efficients possibles sur le territoire. Voilà. Merci Mathieu. Luc? Ouais, alors ça rejoint un peu, je me demandais justement quels étaient les relais locaux et si ça atterrissait, in fine, dans les mains des agriculteurs concernés, puisque vous avez une carte hyper précise, quasiment à la parcelle. Donc est-ce que les agriculteurs concernés ont connaissance de ça? Parce que c'est leur terre, en fait, qui part au fleuve, quoi. Non, nous, on n'a pas fait de présentation aux agriculteurs concernés. Donc après, parce à l'échelle du bassin de la Garonne, surtout maintenant avec le Tarn, l'Aveyron, les Nestes, la rivière de Gascogne, on n'aura pas les moyens d'aller voir tous les agriculteurs. Mais donc c'est pour ça un peu qu'on les met à disposition des communes, des collectivités, des communautés de communes, pour que derrière ils puissent s'en saisir et essayer, vu que eux ils connaissent bien leur territoire et qu'on a quand même une image à la parcelle, qui puissent aller voir derrière eux les agriculteurs, les propriétaires, pour essayer de mettre en place des solutions, de voir comment on peut réfléchir à ces sujets-là. Mais oui, effectivement, nous, on l'a présenté aux chambres d'agriculture, qui sont plus ou moins saisies aussi selon les territoires. Mais voilà, nous, on n'a pas les moyens humains de faire de l'animation très très local, mais comme dit Mathieu, voilà, on peut être un relais pour les mettre à disposition de tous ceux qui en ont besoin et de les présenter et de les accompagner pour l'utilisation si besoin. Luc, ça a répondu à ta question? Tu as la main levée toujours, mais ouais. Oui, oui. Oui, Ok. donc je note quand même une appropriation plus ou moins des chambres d'agri, quoi. Oui. Lucie? Oui, justement, c'était pour réagir justement à la présentation aux chambres d'agriculture. D'une manière générale, comment les acteurs avaient accueilli ces données et voilà, c'était surtout ça. Ça dépend un peu des territoires. Sur la partie Garonne amont, plutôt, donc la chambre Haute-Garonne, bon, ils ne se sont pas tant appropriés que ça, mais ils étaient présents aux réunions, ils comprennent l'enjeu. Après, ils ne savent pas trop comment l'utiliser. Donc, ça, c'est un peu la problématique. Mais voilà, ils étaient quand même satisfaits du constat. Mais derrière, bon, on n'a pas de retour sur est-ce qu'ils les utilisent ou pas, et je pense qu'ils n'ont pas encore utilisé. C'est plutôt les communautés de communes qui utilisent. Et après, sur les chambres un peu plus à l'aval, il n'y a pas eu d'intérêt tellement à utiliser. Bon, pour la Gironde, on a vraiment un trop faible territoire en Gironde, donc pas trop d'intérêt. Et pour le Lot-et-Garonne, pas trop d'intérêt pour ces données. Et après, pour les autres chambres, donc Tarn, Aveyron et Gers, les données ont été à peine, parce que du coup, au début, on l'avait fait que sur la Garonne. Elles sont produites que depuis cette année, donc il n'y a pas encore eu de présentation localement. Elles doivent se faire dans les cadres donc pour le Gers, elles doivent se faire dans le cadre du SAGE Nest Rivière de Gascogne. Pour le Tarn, donc ça, c'est pas encore, les données sont pas encore vraiment présentées aux acteurs locaux pour qu'ils puissent les utiliser. Luc? Ouais, est-ce que vous avez un certain historique et donc est-ce qu'on note des évolutions justement dans le couvert? On n'a que depuis 2015. Bon, ça fait quand même quelques années, ça fait 6 ans. Ouais. On a 2015-2021. Mais il y a peu de bassins où on voit vraiment une évolution. On voit plutôt, bon, sur certains petits bassins, il faudrait faire des zooms vraiment fins pour peut-être voir quelque chose. Mais à l'échelle des bassins hydrographiques de la Garonne,
découpage qu'on a fait à Ariège ou Gare-en-Amont, etc. On n'a vraiment pas beaucoup d'évolution. Non, on voit les secteurs qui restent à enjeu sont toujours les mêmes en 2021 que ceux qui étaient en 2015-2016. Mathieu, excuse-moi, je ne sais pas si tu as relevé la main ou si tu avais laissé ta main levée. Il y avait une... Non, mais du coup, j'avais oublié de la baisser. Bon, au final, du coup, je vais reprendre la parole. Ah bah, Sur le volet agricole, voilà, pour info, on travaille beaucoup aussi avec les agriculteurs sur Natura 2000. On met en place des MAEC sur la partie Nouvelle-Aquitaine et bientôt également sur la Garonne en Occitanie, on espère l'année prochaine. C'est vrai que c'est un travail qu'on doit faire en interne au SMEAG, c'est de plus travailler avec ces chambres. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire dans le cadre des MAE. Et ça peut être une porte d'entrée aussi pour resensibiliser aussi les chambres à la donnée disponible et les inciter dans leur programme, notamment de plantation de haies, au même titre que les départements, à cibler les secteurs à enjeu. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit encore développer. Je pense qu'il y a de la marge de travail à faire dessus. Lucie? Oui, pour réagir sur les MAE, effectivement, ça peut être l'objet des formations qui accompagnent les contrats. Je sais que certaines thématiques ont été abordées de cette manière-là dans les précédentes programmations sur les haies, sur la biodiversité, les plantes indicatrices. Et effectivement, de peut-être reparler de l'enjeu du sol, même si on n'a pas une mesure spécifique à cette composante-là, ça peut être un moyen d'amener le sujet et de valoriser tout ce beau travail. Merci Lucie. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais Marine, je ne sais pas ce que tu en penses. Il me semble que c'est une transition toute trouvée pour enchaîner sur ta présentation, hein, puisque du coup, tu as bénéficié toi aussi de cette étude-là et tu travailles justement avec les agriculteurs sur le terrain dans le cadre de Natura 2000 et autres pour les sensibiliser là-dessus, si je ne me trompe pas. Je ne veux pas trop m'avancer. Donc, on peut passer, après avoir remercié Nicolas et d'ailleurs pour sa présentation, qui devra nous quitter d'ici quelques minutes. Donc, Oui, j'en profite pour te m'excuse dire d'avance. au revoir aussi. Merci. Marine, je te laisse te présenter du coup et partager ton écran pour la suite de la présentation. Oui, merci Nicolas déjà pour cette présentation. Donc effectivement, on avait reçu les données. Alors, on ne les a pas exploitées parce que c'était trop petit par rapport à notre territoire. Mais effectivement, si les données sont disponibles sur tout le bassin versant, Est et rivière de Gascogne, là, ça pourra être intéressant pour nous, effectivement. Oui, effectivement, j'allais revenir vers toi, mais on pourra en échanger après sur ça. Bon, c'est parfait. Donc, je partage mon écran. Alors, hop, partager. Est-ce que ça fonctionne? Oui, alors ce n'est pas en plein écran encore. J'en profite pour répondre à Lucie rapidement. Toutes les présentations, voilà, je vous enverrai un mail à la fin du webinaire avec les présentations et les contacts, les mails de tous les intervenants et participants si vous voulez poursuivre les échanges. Voilà. Et puis les présentations seront aussi mises avec le replay du webinaire sur le site internet de l'ARB. Ok. Ça fonctionne, c'est en plein écran? C'est parfait. Bon, donc effectivement, nous, on travaille pas mal sur l'érosion des sols aussi sur notre territoire. Moi, je suis arrivée qu'en 2016 à la communauté de communes, mais bien avant ça, mon collègue faisait l'inventaire des zones où il voyait de l'érosion. Donc, on a une cartographie qui s'est faite ponctuellement au fil des années depuis 2013. Mais il n'avait jamais eu le temps de s'y mettre à fond. Moi, j'ai commencé à me pencher sur le dossier en 2018. Donc, j'ai repris sa cartographie. Et du coup, on a fait une proposition à la région. On a répondu à l'appel à projet de la région. Alors, à l'époque, c'était continuité écologique et biodiversité nocturne. Donc, voilà, c'était un petit peu au-delà de l'érosion des sols, puisque c'était la restauration de continuité écologique. Mais on s'est dit que voilà, ça allait répondre à un double enjeu, c'était parfait.
Donc, on a travaillé avec la Chambre d'agriculture, avec le Conservatoire des espaces naturels, pour définir une cartographie de zones à enjeux forts où on pourrait planter des haies. Donc, ça a commencé comme ça. Donc, il y avait, je crois, 13 ou 16 km de mémoire de haies qui avaient été définis comme ça. Et le but, c'était d'aller démarcher les agriculteurs pour leur proposer de planter des haies en limite de parcelles agricoles. En parallèle, mais je vais trop vite. D'abord, je vais présenter la communauté de communes. Donc, moi, ça sort un peu du cadre. En fait, je suis l'animatrice du site Natura 2000 de la Gélise. La Gélise, elle est à la fois dans le Gers, à la fois dans le Lot-et-Garonne et à la fois dans les Landes. Donc là, l'étude que je vais vous proposer, c'est dans le Lot-et-Garonne, sur le territoire de la communauté de communes qui porte l'animation du site Natura 2000 de la Gélise. Voilà. Donc, 33 communes dans le Lot-et-Garonne. Voilà, pour info, c'est sud-ouest Lot-et-Garonne, à la limite du Gers et des Landes, du coup. Donc, je n'ai pas remis le périmètre du site Natura 2000. Vous voyez ma souris quand je suis sur la carte ou pas? Ouais. Donc, en gros, c'est cette rivière-là, la Gélise, hop, qui va dans le Lot-et-Garonne. Alors là, j'ai mis que la Gélise, mais les affluents sont en rive gauche, comme ça. Et ça correspond au périmètre du site Natura 2000. Dans le cadre de l'étude d'érosion des sols, on s'est dit que ce serait dommage de se limiter au bassin versant de la Gélise, étant donné qu'en plus, c'est un territoire assez forestier. Et donc, on a élargi l'étude à tout le périmètre de la communauté de communes. Voilà, donc ça, c'est des images qui ont été prises sur le territoire de la communauté de communes. Alors, j'imagine que ça doit être parlant par rapport à d'autres territoires. Mais dès qu'il pleut et dès qu'il y a effectivement une pente, mais même minime, hein, sur les parcelles agricoles, ça fait des sillons d'érosion énormes. Et du coup, ça pose des soucis sur les routes parce que ça bouche les fossés et après, ça inonde les routes. Voilà, donc le service voirie aussi de la communauté de communes intervient pour nettoyer les routes, curer les fossés, retaluter, et ça a un coût énorme. Alors, malheureusement, on n'a jamais fait d'études qui montrent le budget alloué à la résolution de ces problèmes. Bon, ça, c'est pour info, c'est la carte que j'ai utilisée dont je vous parlais tout à l'heure qui montre un petit peu les zones d'érosion fortes. Mais voilà, j'ai récupéré un exemple de coût sur un autre bassin versant qui fait à peu près 5000 hectares. Et donc, pour la réparation des glissements de terrain, ils sont à peu près à 3 500 € par an de réparation. Et après, évidemment, il y a un coût aussi pour les syndicats d'eau potable pour le traitement des matières en suspension. Et donc ça, c'est un bassin versant qui fait 5000 hectares. Nous, Albret Communauté, ça s'étend sur un peu moins de 75 000 hectares. Donc, voilà, il faudrait multiplier les coûts par 10, mais on va dire par 10. Après, c'est un exemple, hein, je n'ai pas de retour d'expérience là-dessus. Voilà, donc là, on rentre vraiment dans le vif du sujet que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure, mais je suis allée trop vite dans ma présentation. J'ai commencé par les actions et pas par l'état des lieux. Donc, la plantation de haies, j'en ai parlé. En parallèle de la plantation de haies, on essaye de mettre en place un fauchage raisonné sur les bords de route pour qu'une haie naturelle se forme en haut de talus. Et puis, depuis peu, on essaye de mettre en place des fascines aussi et de sensibiliser les agriculteurs à la thématique de l'érosion des sols et donc à la nécessité de mettre en place un couvert végétal en interculture et aux périodes les plus sensibles, donc en automne et au printemps. Voilà, donc je vais détailler un petit peu plus ces actions. Donc, pour la fauche raisonnée, on a décidé ça en interne, hein. De toute façon, c'est nous qui nous occupons de la fauche sur le territoire de la communauté de communes, puisqu'on est compétent sur la voirie au sein de la communauté de communes. On a quand même fait de la communication, notamment auprès des élus, et on avait envoyé une petite plaquette à tous les agriculteurs concernés par cette fauche raisonnée.
Donc, en gros, ça explique, alors je vais remettre, voilà, ça explique, bon, on a repris les photos hein, que je vous ai présentées tout à l'heure, et ça explique l'intérêt de la fauche raisonnée avec le développement d'une haie naturelle en haut de talus après quelques années. Voilà, et du coup, au dos de la parcelle, j'ai quand même remis un petit encart sur les haies en bordure de parcelles agricoles, avec effectivement une perte de rendement tout contre la haie, mais qui est regagnée un petit peu plus loin par l'intérêt de la haie sur, bon, on ne va pas en reparler, hein, mais le stockage du carbone, le vent qui est limité, l'érosion du coup qui diminue et donc plus de matière, de matière organique pour le sol. Voilà. Voilà, donc ça c'était sur la fauche. Ensuite, pour la haie, donc on a planté à peu près une quinzaine de kilomètres pour l'instant en bordure de voirie. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on a répondu à un premier appel à projet de la région. Donc, c'était pour les années 2019-2020 et pour 2021-2022, on a répondu à un deuxième appel à projet de la région. Alors, la différence entre les appels à projet, c'est le taux de subvention. Mais la limite, c'est que pour le premier appel à projet, on pouvait planter même chez les privés. Donc, certains agriculteurs étaient intéressés pour mettre des haies au sein de leur exploitation. Donc, c'était hyper intéressant parce que du coup, ça faisait un linéaire un peu plus important. Et pour le deuxième, on était limité sur le domaine public. Donc, voilà, on était en limite communale, ça a passé. Mais effectivement, ça limite beaucoup la plantation de haies. Et je n'ai pas mis les chiffres pour 2022, mais on va planter à peu près 4 km de haies cette année du coup. Voilà, donc des exemples de haies qui ont été plantées sur le territoire. Donc les premières années, on a mis un rouleau comme ça, donc c'est du géotextile biodégradable. Et en 2020, on a mis des petits carrés de paillage comme ça. Alors ça, c'est une haie au lycée agricole. Donc eux, ils ont rajouté du broyat dessus. Ça marche plutôt bien. Mais sinon, il y avait juste les carrés de géotextile et ça s'est vite recouvert par la végétation. Enfin voilà, à préférer pour un retour d'expérience, si vous voulez vous y mettre, je pense que le rouleau, c'est un peu plus difficile à mettre en place, mais c'est beaucoup plus durable. Voilà. Donc ça, c'est la cartographie. Bon, je passe rapidement. C'est la cartographie des haies qu'on a plantées sur le territoire. Voilà. Et du coup, je passe aux fascines. Donc, le but, en fait, c'est de bloquer la coulée de boue dans la parcelle agricole. Alors, on en a fait une première qui a été couplée avec une haie. Donc, entre les deux rangées de pieux avec des fagots dedans, il y a une haie. Et bon, on n'est pas très content de celle-là parce que l'entreprise avait mal compris. Pourtant, je leur ai mis des fiches et tout, mais il a fait plus une fascine un peu paysagère, jolie, avec du bambou et tout. Mais c'est pas terrible, quoi. Donc, là, cette année, on va en refaire 2. Moi, j'ai pas les retours d'expérience, on les a pas encore fait, mais avec vraiment des gros fagots de bois qui vont faire une trentaine de centimètres de large, voire un peu plus, pour bien bloquer les sédiments dans la parcelle. Voilà. Et la dernière action qu'on met en place, c'est la sensibilisation des agriculteurs. Donc là, nous, à la communauté de communes, on n'était pas du tout compétents. On s'est associé avec l'Association française d'agroforesterie pour sensibiliser les agriculteurs, donc pour la mise en place de couverts végétaux d'interculture. On a fait 6 réunions de présentation au départ, au lancement du projet. Alors, on devait les lancer en mars 2021. Ça a pris un petit peu de retard parce que il y a eu le Covid. Donc, du coup, les réunions de présentation ont eu lieu en juin. Il n'y a pas eu beaucoup d'agriculteurs qui sont venus. Je dirais que sur les 6 réunions, on a eu entre 10 et 15 agriculteurs de présents. Donc, sur tout le territoire, ça ne fait pas beaucoup. Pour info, on avait envoyé une centaine de courriers, un petit peu plus. Voilà. Donc, et puis des réunions pas forcément très constructives parce que du coup,
ils avaient l'impression qu'on leur mettait un peu le couteau sous la gorge. Et il n'y en a aucun qui s'est lancé dedans par la suite. Par contre, ah oui, ça, je voulais vous le présenter après. Par contre, on a mis en place des réunions techniques, donc là, en partenariat plus avec la Chambre d'agriculture, alors je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, parce qu'il est dans la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne. Mince, j'ai mangé son nom, ça va me revenir, mais bref, il s'occupe du programme agro à la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne. Et en fait, il organise des journées techniques régulièrement. Et là, ça a très, très bien marché. On a fait 2 réunions de ce type. La première, on a eu une vingtaine d'agriculteurs. Et la deuxième, oui, pareil, à peu près 25. Et des échanges. Alors, c'était très technique pour le coup, parce qu'il rentrait vraiment dans le détail, mais des échanges hyper constructifs. Avec des agriculteurs hyper motivés pour faire bouger les choses en fait. Donc dès qu'ils le faisaient déjà, dès qu'ils venaient pour se renseigner, voire pour essayer, enfin voilà, c'était vraiment très intéressant. Et du coup, peut-être format à privilégier plutôt que des réunions de présentation trop formelles. Voilà. Et donc, cette petite vidéo, je voulais vous la présenter. Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner. Si vous n'avez pas le son, ce n'est pas forcément grave parce qu'il n'y a pas vraiment de son. Mais je la présente à chaque réunion. En fait, ils ont fait une expérience entre un sol nu et un sol végétalisé. Alors, je vais la lancer. J'espère que ça fonctionne. Est-ce que ça se lance? Non, ça ne se lance pas. Ah si, ça y est. Voilà, donc en gros, ils arrosent les bacs et en fait, dans le premier bac, on va rapidement voir qu'il y a 2 tuyaux, un en surface et un en profondeur. Donc dans le premier bac, forcément, le tuyau de surface coule en premier avec beaucoup de matière en suspension chargée dessus. Et sur le deuxième, l'eau de surface, ça coule pratiquement pas. Et il y a un moment de latence, forcément. Mais au bout d'un moment, c'est le tuyau qui est le plus en profondeur. Voilà, il commence à couler. Là, on ne le voit pas très bien. Je ne sais pas si vous voyez bien, vous. Mais en tout cas, il commence à couler là et l'eau est claire. Et je trouve ça hyper parlant. Alors, on l'avait testé lors d'une manifestation à Nérac. On avait mis de l'eau partout. C'était un peu catastrophique, mais ça, franchement, ça marche super bien. Ah, la lumière s'éteint dans mon bureau. Hop. Et c'est hyper parlant, quoi. Bon, après, dans des conditions réelles, ça se passe peut-être pas pareil, vraiment, mais en tout cas, c'est parlant parce qu'on voit que là, l'eau qui s'écoule, c'est de l'eau de surface chargée en matière en suspension, et dans le bac végétalisé, il n'y a pratiquement pas d'eau de surface qui coule, et c'est l'eau qui est en profondeur, du coup, qui s'écoule et qui a été filtrée par les plantes. Et même au niveau de la rétention de l'eau dans le sol, là, il n'a pas fini de couler parce qu'il y a un moment de latence, mais en gros, le niveau est beaucoup plus haut dans le bac de gauche que dans le bac de droite. Voilà, je voulais vous la montrer pour info si vous voulez la réutiliser. Je pourrais vous envoyer le lien, du coup. Et du coup, ça, c'est les réunions dont je vous ai parlé avec, c'est un exemple de la journée technique avec la Chambre d'agriculture. Alors, son nom m'est revenu, il s'appelle Florent Ruyer. Et l'Association française d'agroforesterie. Donc, il y a toujours une petite présentation. Alors, c'était en décembre, c'était dehors, on avait froid et tout, mais les agriculteurs étaient hyper contents. Et après, il y avait un exemple sur le terrain avec un test bêche et puis montrer l'intérêt des couverts végétaux. Du coup. Voilà, j'ai fini. J'espère que je n'ai pas trop dépassé. Et si vous avez des questions, c'est à vous. Ah, tu n'as pas du tout trop dépassé. Je crois que c'est la première fois qu'on est autant dans le timing, voire en avance. Merci Marine, du coup. Elle est géniale cette expérimentation. Du coup, vous l'avez retestée en vrai, vous l'avez reproduite. C'est ça que tu disais? Oui, on a pris des bacs en plastique, on les a coupés en 2, on a fait une sortie en surface, une sortie en profondeur. Et du coup, effectivement, ça marche bien. Malgré le fait que vous ayez mis de l'eau partout, ouais, ça fonctionne aussi bien que sur la vidéo. Et c'est hyper parlant. C'est vrai on a inondé le stand d'à côté qui avait mis des trucs par terre et tout, mais oui, ça marche super bien. Ok. Est-ce que vous avez des questions du coup
pour Marine. J'ai été trop claire, trop précise, ou alors j'ai endormi tout le monde. Non, je pense pas, c'était très dynamique. En tout cas, moi, tu m'as pas endormie, mais c'était effectivement très clair. Après, ce qu'on voit, c'est que ce que j'ai entendu, c'est que c'est toujours difficile d'arriver à avoir des agriculteurs qui se mobilisent. Alors, à part là, à la fin, où tu disais qu'ils étaient très contents, qu'ils se sont mobilisés effectivement là sur ces réunions avec l'Association française d'agroforesterie. Mais sinon, sur les réunions, les premières réunions que vous aviez fait, vous avez eu pas forcément beaucoup de monde et ils n'étaient pas forcément très, très réceptifs. C'est bien ça? Voilà, c'est ça. Ben, si je peux faire un retour d'expérience, donc sur les haies, moi je trouve que c'est génial parce que ça permet d'avoir un échange avec les agriculteurs et justement, ils en parlent, ils disent: ah ben une haie, il y en avait une ici, mon grand-père l'a coupée, machin et tout. Et il y en a beaucoup quand même qui sont intéressés pour replanter et qui voient quand même l'intérêt des haies. Bon, c'est une goutte d'eau, mais moi je trouve qu'une quinzaine de kilomètres sur le territoire, c'est déjà pas mal. Bon, après, il y en a toujours qui sont contre les haies. C'est pour ça qu'on est passé aux fascines, parce que j'ai même eu un agriculteur qui me disait ah ben non, moi je veux pas de haies en bordure de parcelles agricoles, ça va mettre des feuilles dans mon champ. Oh Bon, là là. alors que, enfin, un peu du n'importe quoi. Mais bref, voilà, il y en a quand même qui sont partants. Moi, je trouve que c'est chouette. Après, les fascines, bon, bah voilà, là, la première, c'était une expérimentation. Après, je n'ai pas regardé, hein, peut-être qu'elle fonctionne et qu'elle bloque quand même un peu de sédiments, mais pour faire une fascine, il faut vraiment un gros fagot qui va bloquer, du coup, les sédiments en amont. Le retour d'expérience sur la fauche, alors là, c'est vraiment mitigé. Ça marche super bien parce qu'effectivement, il y a une haie qui se… Enfin, en tout cas, il y a de la végétation qui se forme au bout de la 3e année. J'ai pas mis de photo là, mais je trouve ça génial. Et puis après, l'entreprise de fauchage va juste venir élaguer ce qui vient sur la route. Et je trouve que ça fait très joli. Et là, pendant la sécheresse qu'on a eue cet été, tous les talus ont été coupés, c'était moche, c'était jaune, tout cramé, horrible. Et les zones où on n'a pas fauché, où on a juste, alors ils appellent ça, ils disent que c'est un frisage, c'était vert. Bon, ça avait beau être… Les premières espèces qui poussent, c'est de la ronce et du cornouiller. Donc effectivement, pour le regard par rapport aux élus et à la population, bah, ça fait sale, quoi. Voilà, ce mot-là, on l'entend tout le temps et notamment vis-à-vis des élus, c'est vrai que c'est pour ça c'est mitigé parce que je trouve qu'il y a un réel intérêt, même par rapport voilà, à la verdure et pour moi j'ai un regard un peu plus naturaliste, donc je trouve ça hyper joli, mais les élus trouvent que ça fait sale, il y a de la végétation, ça fait sale, surtout les ronces, ça part dans tous les sens, voilà. Et après, la sensibilisation, effectivement, c'est tout ce qui est réunion de présentation. Si ce n'est pas marqué chambre d'agriculture, en fait, les agriculteurs, j'ai l'impression qu'ils ne se déplacent pas. Et bon, la période aussi, en juin, ce n'était pas la meilleure période. Mais bon, si le sujet les avait vraiment intéressés, les réunions, elles duraient 1h30, 2 heures grand maximum. Il y en avait 6 sur tout le territoire. Je pense qu'ils auraient fait l'effort de venir, quoi. Mais voilà. Voilà les retours que je peux avoir du coup. Merci Marine. Juste avant Nadine, c'est vrai que par rapport à la Chambre d'agriculture, ce que tu dis, on le voit bien, hein, et d'où l'importance. On a fait un petit webinaire la semaine dernière ou il y a 15 jours, je ne sais plus, avec la Chambre d'agriculture justement et les gestionnaires pour voir comment mieux faire du lien sur les chambres locales, etc. Parce qu'on voit encore voilà, quand il y a la Chambre, les agriculteurs viennent quand même plus et sont plus à l'écoute. D'où l'importance parce que la Chambre, elle est aussi un discours qui soit cohérent avec le nôtre et qu'on arrive à trouver des liens et à faire un peu plus de perméabilité entre les deux. Bref. Nadine, tu voulais intervenir? Oui, oui. Je voulais revenir sur… dans le diaporama, là, j'ai vu qu'il y avait une diapo sur les fauches retardées sur les talus. Là, vous êtes allé voir, du coup, c'est le département qui fauche ces talus et savoir comment ça s'est passé. Parce que c'est vrai que nous, on observe, alors là, nous, le conservatoire botanique, on est basé donc à Bagnères, dans les Hautes-Pyrénées. Et moi, je vois, enfin, quand je parcours les routes, notamment donc, dans les Hautes-Pyrénées, je vois ces talus
qui sont carrément érodées par, alors je sais pas, soit effectivement un fauchage, j'allais dire, soit trop de fauchage, soit un fauchage trop proche. Moi, j'ai l'impression, et pour avoir déjà vu que, alors je sais bien, hein, leur engin, ça doit être peut-être délicat, etc., mais ils viennent vraiment taper dans le sol. Enfin, on voit de la poussière et après, on voit les talus dégarnis. On voit même des racines qui apparaissent avec, en plus, un risque de déstabiliser éventuellement les arbres qui sont en contrôle. Enfin, je voulais savoir si vous étiez, ce que vous aviez, voilà, si vous aviez sensibilisé aussi la collectivité, le département, et que, voilà, ce que vous en aviez fait. Alors chez nous, effectivement, le département agit sur les routes départementales. Donc ils font déjà plus ou moins ce genre de choses avec un fauchage assez tardif et ils laissent le haut de talus se végétaliser. Mais là, les routes, on a essayé que la végétation se développe. C'est des routes qu'on gère en interne, en fait, au sein de la communauté de communes. Et c'est vrai que c'est l'intérêt de travailler dans une communauté de communes, c'est que j'ai accès à tous les services, en fait, que ce soit la voirie, l'urbanisme pour d'autres projets comme des PLUI, des choses comme ça, où on va pouvoir agir là-dessus aussi, et le service environnement, forcément. Et donc là, c'est vrai que c'était hyper facile à mettre en œuvre parce que c'est des routes qu'on gère nous. Je vais juste vous partager la photo là, dont je vous parlais tout à l'heure. Hop. Tac. Est-ce que vous la voyez? Oui, moi je vois, oui. Oui. Voilà. Donc, en fait, tout le début, c'est le talus qui a été fauché. Et donc, effectivement, il passe au ras. Il y a même des fois de la terre qui est mise à nu et tout. Et plus loin, du coup, c'est le talus qui n'est pas fauché, qui est juste frisé. Et ça fait 3 ans maintenant qu'on le fait, ce secteur. Et enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça super joli. C'est vert, il y a de la végétation. Bon, effectivement, c'est beaucoup des ronces, du cornouiller. Mais voilà, on voit qu'il y a de la végétation, que le talus, il est maintenu. Et bon, voilà. Et l'agriculteur accepte du coup, parce qu'il y en a aussi sur les talus qu'on a décidé de ne pas faucher, il y en a qui repassent derrière pour le faucher. Voilà. Ok, merci. Ce travail, du coup, avec les départements, là, Nadine, ça m'a pas... il y a certains départements qui sont un peu sensibilisés à ça en Occitanie, mais pas partout. Apparemment, tu as l'air de dire effectivement que c'est bon. Oui. Oui, j'allais dire c'est bon à savoir parce que du coup, on peut éventuellement peut-être mettre en place, on avait mis une formation en place avec les techniciens des routes, etc., dans le département des PO, en coordination justement avec la chargée de mission biodiversité du département, etc., qui nous avait sollicité pour Et je me dis que peut-être c'est quelque chose à garder en tête si dans les Hautes-Pyrénées, c'est pas... Oui, alors il y a effectivement des dispositifs où il y a des fauches tardives, d'ailleurs ça se fait de plus en plus, etc., en dehors des zones qui doivent être tenues à ras dans les virages, etc. Mais je pense qu'il y a vraiment d'un côté la fauche tardive vraiment liée à la préservation de la biodiversité, donc on est sur la floraison, les insectes, etc. Et ce côté-là, enfin, je pense qu'en fait, il peut y avoir les deux. C'est-à-dire que, et après, il y a une fauche, une fois qu'effectivement, on est sur la fauche tardive, on est sur la maturité des plantes, elles sont en graines, etc. Et après, ça peut être refauché. Et moi, c'est plutôt sur la façon de venir faucher, décaper. J'ai l'impression du coup, eh ben, ils viennent jusqu'au le plus près possible, peut-être pour gagner aussi du temps, peut-être c'est pour gagner aussi, j'allais dire, pas repasser une deuxième fois, parce que, etc. Mais voilà, donc ça c'est sûr hein, qu'il y a des départements, on en accompagne, hein, notamment nous sur la fauche tardive, donc notamment en Haute-Garonne. Je crois que dans la Haute-Pyrénées aussi, ça doit se faire. Mais quand ils fauchent, quand ils passent, ou en tout cas dans certains endroits, c'est très, voilà, c'est très court, hein, voire ça décape le sol, quoi. Ok. Luc et ensuite Lucie, je crois, ou inversement, je ne sais plus, mais Luc, vas-y. Ouais, je me demandais si, Marine, s'il y avait des agriculteurs qui étaient engagés dans des pratiques voilà, agroécologiques un peu différentes sur le territoire.
et s'il y avait des réseaux également qui les accompagnaient, voilà, autres que la chambre d'agri, type Solagro ou je sais pas, enfin. Alors, il y en a. Je crois qu'ils se sont un peu organisés, un peu en réseau, mais par eux-mêmes. Ils sont un petit peu encadrés par la Chambre d'agriculture via Florent Ruyer, du coup, qui s'occupe du programme agro. Mais je ne crois pas qu'ils soient très encadrés. Alors, ils ne sont pas financés, ça c'est sûr. Après, ils reçoivent des informations un peu techniques quand ils se réunissent en réseau ou via la chambre d'agri ou des associations. Là, la dernière réunion technique, il y avait les agités du bocal. Pas du bocal. ABC. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, c'est une association qui agit sur l'agriculture de conservation des sols. Ouais. Voilà. Et donc, ils leur ont donné des conseils sur la mise en place de couverts. Après, sur le territoire, il y a un GI2E qui s'est monté avec... alors, c'est un réseau d'agriculteurs plus le lycée agricole sur notre territoire qui agit pas mal là-dessus. Après, il n'y en a pas énormément. Hein, Et du coup, c'est assez étanche ces réseaux. Enfin, ils se parlent pas forcément, quoi. Ça essaime pas. Il n'y a pas de dynamique. Bah non, j'ai pas l'impression parce que en fait, quand ils se réunissent, ils sont hyper contents d'échanger, de discuter entre eux. Et justement, il y en a qui se disent qu'ils sont un peu isolés dans leur coin à faire de l'expérimentation parce qu'ils en sont là, en fait. Hein, c'est de l'expérimentation. Il n'y a pas vraiment de retour d'expérience sur le sujet. Il y en a qui se lancent dans déjà la mise en place de couverts. Les couverts permanents aussi, ou alors une double culture avec une culture qui va être récoltée avant et puis l'autre va suivre derrière. Voilà, ils expérimentent des choses. Il y en a quelques-uns qui font un peu d'agroforesterie, mais c'est anecdotique et puis ouais, ils sont pas trop encadrés, quoi. Enfin, j'ai l'impression. Lucie? Oui, moi j'avais une question sur peut-être les élus de la Comcom ou les élus des communes concernées par ces programmes, sur leur intérêt sur la démarche est-ce qu'ils ont été des leviers par rapport au milieu agricole, par rapport aux agriculteurs? Est-ce qu'ils ont plébiscité le projet ou est-ce qu'ils étaient un peu partie prenante de ce projet-là? Et un peu à côté aussi sur le fauchage, est-ce qu'il y avait vous avez rencontré des réticences de certains de vos élus, voilà, ce rapport-là avec les adhérents de la Comcom? Alors, sur le fauchage, je ne crois pas être suivie par aucun élu. Ils voient la nécessité, mais en gros, dès qu'on parle du fauchage sur le territoire, c'est monter au créneau, non, il faut faucher, ça fait sale, voilà. Bon, il y en a qui disent pas grand-chose, donc je pense qu'ils sont plutôt neutres, mais de là à avoir des encouragements, non. Par contre, par rapport aux agriculteurs, donc au début, je disais que j'avais défini une carte où il était utile de planter des haies. Donc la première année, j'ai fonctionné comme ça. Et du coup, je suis passée par les élus pour avoir les coordonnées des gestionnaires ou des propriétaires des parcelles concernées. C'était un travail hyper laborieux parce que voilà, il fallait d'abord contacter les élus, ensuite contacter les propriétaires et ensuite contacter les gestionnaires si le propriétaire n'était pas gestionnaire. Donc, sur les 13 km identifiés, on n'avait planté que 3 km. Et la deuxième année, en fait, j'ai ouvert l'appel à projet à tous les agriculteurs du territoire. Et en fait, c'était après, par bouche à oreille, moi, j'allais voir, est-ce que ça rentre dans le cadre de l'appel à projet de la région? Oui, on va planter une haie. Non, vous avez d'autres partenaires qui peuvent planter des haies aussi sur le territoire parce qu'on n'est pas tout seul. Il y a la Chambre d'agriculture et la Fédération de chasse qui financent les haies sur les parcelles agricoles aussi.
Et du coup, effectivement, il y a certains élus qui ont même contacté eux-mêmes les agriculteurs ou qui me disaient « Ouais, là, j'ai une parcelle chez un agriculteur. » Donc, j'allais faire un tour de territoire avec les élus. Bon, c'est pas tous, hein, sur les 33 communes, il doit y en avoir 2 ou 3 qui réagissent comme ça. Mais n'empêche que voilà, il y a quand même une adhésion assez globale et donc quelques-uns qui sont hyper motivés et qui font le travail un peu à ma place aussi de démarchage des agriculteurs. Donc, c'est plutôt positif. C'est chouette, effectivement. Oui, si tu as un relais sur le terrain, c'est précieux. David, tu voulais intervenir? J'ai vu que tu avais mis des ressources dans le chat. Tu peux en parler aussi Oui, rapidement. parce que Julie, tu as évoqué la présentation qui avait été faite. Enfin, moi, j'ai en tête Biodivo, donc sur la région de Montpellier au sens large, parce qu'on va jusqu'au territoire nord, Pic Saint-Loup, etc. En fait, il y a 2 initiatives à ma connaissance sur les infrastructures agroécologiques. La première est plus ancienne, c'est celle qui a été mise en place par la Chambre d'agriculture de l'Hérault avec le Seine-Occitanie. Donc ça, c'est Biodivo. C'est un accompagnement des agriculteurs sur l'analyse. Donc, c'est eux qui participent et qui font leur propre diagnostic. Donc, c'est un accompagnement au diagnostic. Et ça va jusqu'à l'accompagnement pour le type d'aménagement à faire et les travaux et le chiffrage des travaux. Donc, c'est une prestation clé en main, mais qui nécessite tout de même que l'agriculteur s'inscrive et participe au diagnostic. Et il y a une autre initiative menée là par la métropole de Montpellier avec un bureau naturaliste. Donc là, c'est une presta clé en main où les agriculteurs, donc c'est d'abord dirigé aux vignes, donc c'est Biodi Vignes, donc travaillent également sur les infrastructures agroécologiques. Mais là, par contre, ils font pas eux-mêmes le diagnostic, c'est le bureau d'études qui fait des passages terrain, qui fait son diagnostic, qui fait des précaux, donc des recommandations de travaux, et qui va, dans le clé en main, aller jusqu'à déposer la demande de subvention pour ces travaux à l'ADEME. Donc là, 2 exemples d'accompagnement des agriculteurs autour des infrastructures agroécologiques, et à travers ces exemples du fait de parler autour des parcelles, ils en finissent par parler également de la gestion de la parcelle elle-même. Donc dans Biodivigne, il n'y a pas que des vignes, mais majoritairement. Donc voilà, 2 types d'accompagnement. Et puis Biodivigne, contrairement à Biodivo, s'est lancé, je crois que c'est la première année de Diag, donc les rendus sont là en cours et ça va être fait sur 3 ans. Parce que là, c'est un marché public et sur la Chambre d'agriculture, ça fait depuis 2010, comme je disais. Voilà, donc 2 exemples où on travaille sur les infrastructures agroécologiques et donc la gestion des parcelles en elles-mêmes, beaucoup autour de la biodiversité, mais également sur l'érosion des sols. Voilà. Merci David pour ce partage et j'en profite pour rebondir parce que du coup, c'était en mai 2021, je crois, la première année des cafés, on avait fait justement un sujet sur le partage des connaissances techniques pour une bonne gestion des IAE. Il y avait eu une intervention de Thibaut Rodriguez du Seine et il avait justement abordé un peu le projet Biodivo, entre autres. Donc ce café est disponible en replay et les présentations aussi du coup sur le site internet de l'ARB. Il faut aller dans les vieux cafés de 2021 en fait pour le trouver, dérouler la page et voilà pour ceux que ça intéresse. Est-ce que vous avez d'autres questions du coup pour Marine ou pour échanger? Il est 10h20, je crois que c'est la première fois qu'on respecte un timing de cette manière. On s'améliore, on a attendu le 18e café génial, je crois, pour finir à peu près à l'heure. On s'améliore tous les jours. S'il n'y a plus de questions, je vois que Marine, oui, tu nous partages une vidéo. Ouais, j'ai partagé, c'est la vidéo d'expérimentation là avec les bacs, si vous voulez la montrer à vos élus ou partenaires ou agriculteurs, voilà.
Et est-ce que tu as le tuto pour refaire pour fabriquer l'expérimentation soi-même chez soi? Couper les bacs, les tuyaux, etc. Pas du tout. C'était une blague. Très bien. Mais du coup, je vais vous envoyer un mail en suivant avec les présentations faites aujourd'hui. Et puis, je vais reprendre du coup l'ensemble des documents et références là, qui ont été mis dans le chat pour vous les envoyer avec en copie tous les participants et les intervenants si vous voulez reprendre contact avec eux par la suite pour poursuivre les échanges. Et je finirai du coup sur la petite diapo de publicité. Ah, c'est pas ça là, je me trompe. Pour les assises, puisqu'effectivement, donc, les sols sont à l'honneur cette année pour le forum, le salon Ad Natura, donc le salon national des professionnels de l'écologie, qui accueille les assises régionales de la biodiversité avec tout un tas de tables rondes sur la thématique des sols et le forum de l'ARB le vendredi, également avec des invités comme Marc-André Sellos à notre table ronde l'après-midi sur une thématique qui n'est pas forcément sur les sols, hein, c'est sciences et culture au service de la nature, mais qui parlera justement de comment les médias et les différentes cultures peuvent participer à la sensibilisation sur certains sujets. Voilà. Je vous remercie tous. Merci Marine pour la présentation. Et avec plaisir. J'espère vous voir peut-être au salon Ad Natura et sinon à très bientôt. Et Merci à tous. bonne Ouais, fin de merci journée. Marine, c'était super. Le kit, il existe encore ou pas le kit bassine, vous le faites vivre ou Il traîne quelque part, ouais, à l'arrière de la communauté de communes, mais ouais, c'est pas. Non, bon, à voir. Je prendrai des Tu vas nous le photos mettre si sur ça le vous stand réseau, intéresse. je pense au salon Ad Natura. Ouais. Venez pour voir ça. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir, Au revoir, merci. bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir, merci.